Monsieur Luc Arsenault va nous parler de demande de subvention pour la protection des risques d'incendie de forêt. Monsieur le maire, chers collègues, lors de l'incendie d'Arès en septembre 2022, le lac Roussel Bénédicte a été utilisé pour les services du 10 comme zone de tombage prioritaire pour le combat du feu. Il a été constaté que l'accès au lac Bénédicte est difficilement utilisable. En effet, la surface est insuffisante et le chemin est trop étroit pour permettre aux véhicules de secours de se croiser facilement. La municipalité de l'Échappée a donc décidé de créer un accès et une aire de retournement adapté aux véhicules de secours et réaliser une zone de tombage carrément dans le lac. Les matériaux utilisés seront du calcaire jaune pour les voies de circulation et du bois pour les barrières. Ces barrières seront fermées par les carénades de type pompier. Le site est un espace naturel protégé. Ces travaux ont été validés par le gestionnaire du site, le SDIS et le service environnement de la mairie de l'Échappée. La collectivité, à ce titre, peut proposer une aide financière au titre de l'État du fonds vert, le plan de financement préventionnel, qui est présenté comme suit. Donc, les travaux, a priori, pour 22 330 € avec une subvention de 80% du fonds vert de 17 900 € et un autofinancement de 4 476 €. Ce dossier a été présenté aux membres Commission Finances et Administration Générale le 23 février 2023. Il est ainsi proposé d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention auprès de l'État au titre du fonds vert pour la protection des risques d'incendie de la forêt, pour la création d'une aire de retournement, la zone de pompage au lac de Bénédicte. Merci Luc Arsenault. Y a-t-il des questions, des observations sur ce dossier? Madame Beaumont. Oui, concernant le risque incendie qui est très élevé en ce moment, depuis 6 mois, c'est la seule mesure qui a été prise par la commune. Je pose une question. C'était un investissement de 4 000 €. Et je trouve que le budget de 200 000 € pour la prévention des risques d'incendie est aussi très modeste par rapport au risque, pour moi, qui est élevé. Et comparé, par exemple, à un budget d'investissement qui est prévu pour un terrain synthétique de football à 850 000 €, je trouve cette dépense vraiment très modeste. Et je voulais savoir où en était le débroussaillage de terrains municipaux. Vous l'exigez de la part, j'étais déjà intervenue lors du conseil municipal dédié à la prévention des incendies. Les terrains municipaux qui sont en bordure des forêts, je n'ai pas vu de travaux de débroussaillage ou débroussaillement, je ne sais pas comment on dit exactement, on peut dire les deux, je crois. Et en ce qui concerne aussi la vigilance de la municipalité, je parle notamment d'un campement sauvage, je suis directement concernée, et festif, qui se tenait dans la dune boisée de la Garonne, qui avait été signalé plusieurs reprises à la municipalité ONF. Et il a fallu qu'un particulier intervienne spécialement auprès de l'ONF pour faire nettoyer ce site qui perdurait depuis plusieurs mois. Voilà, je voulais savoir si vous pouviez me répondre. Je crois que M. Arsenault va vous répondre. Je regrette quand même que vous n'ayez pas été présente à la commission environnement et développement durable. Vous auriez pu apporter votre pierre à l'édifice de la défense de la commune contre l'incendie. Luc Arsenault va vous dire le travail qu'il a réalisé depuis l'été dernier. Je souhaite. Nous n'avons pas que 4 000 €. Là, c'était juste une demande pour pouvoir utiliser les fonds verts. Sachez qu'on a commandé des barrières qui vont être posées en début mi-avril. On a 26 barrières qui vont permettre de fermer l'accès au massif forestier pendant les zones à haut risque. Nous avons entrepris le débroussaillement de la commune. Et sachez que la mairie va même débroussailler avec une convention avec l'ONF. On va débroussailler dans l'ONF des secteurs compliqués, je dirais, du moins pour protéger, par exemple, le poste électrique de l'herbe. C'est la commune qui va le débroussailler, bien que cette partie appartienne à l'ONF. Donc tout le territoire de la forêt communale est débroussaillé. Donc effectivement, les 4 000 € ne représentent pas le budget alloué de 200 000 €. Des 200 000 €. Et nous avons créé des panneaux-tiques. Vous allez avoir rapidement, en avril, le nouveau DICRIM. Vous allez l'avoir physiquement, puisqu'il a été revu, repris, et vous allez recevoir chez vous, vous l'aurez dans la revue municipale. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en supplément? Je pense qu'on est pas mal. Hein. Il y a les bornes d'alerte, avec la participation du conseil départemental. Les fameuses bornes automatiques, donc, sur lesquelles nous avons eu également une subvention, des bornes sur lesquelles quand vous allez circuler en zone de risque, un avertissement va vous demander de quitter la zone. Donc il y a 6 bornes qui sont implantées sur des zones stratégiques aux entrées des pistes cyclables. Donc nous avons pris en main effectivement, et le budget que vous voyez là ne représente qu'une partie infime du travail qui est effectué. Donc il sera supérieur à 200 000 €. Il sera supérieur à 200 000 €. On a prévu 200 000 € pour protéger pour l'ensemble du dispositif, sachant que ces 200 000 € vont intervenir parfois sur des territoires qui ne sont pas communaux, et notamment qui sont des territoires d'ONF. Mais on est prêt à mettre de l'argent pour éviter, dans la mesure du possible, ce risque d'incendie de forêt qui serait catastrophique pour notre commune. Y a-t-il d'autres prises de parole? Madame de Bob. Oui, vous aviez évoqué lors de vos vœux la possibilité de faire des exercices d'évacuation. Oui. Et donc je voudrais savoir où ça en est, parce qu'on n'en parle pas, et effectivement, ce serait important de les faire. Vous avez entièrement raison.
J'ai rencontré le nouveau préfet Guillot la semaine dernière, nous avons évoqué ce sujet, j'ai eu une séance de travail avec le sous-préfet d'Arcachon, c'était quand mardi, je crois. Mardi, nous avons évoqué ce sujet. Bien évidemment, c'est la préfecture qui doit porter ce type d'exercice. Il y a le 8 mars, c'est le 7 ou le 8, le 8 mars, mercredi, il y a un exercice chez les sapeurs-pompiers d'assez grande envergure. Moi, je souhaitais qu'il y ait un exercice avec le SDIS, la préfecture, la gendarmerie, la police, l'ONF, pour envisager une évacuation. Je ne sais pas s'il aura lieu. J'ai relancé le sous-préfet et le préfet en la matière. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas certains en termes de timing d'avoir le temps de l'organiser, puisque c'est une organisation préfectorale. Bien évidemment, si c'est la commune qui l'organise, ça n'a pas tellement d'intérêt, puisqu'il faut que tous les partenaires institutionnels soient présents et jouent le jeu. Pourra-t-on organiser cet exercice? Je ne sais pas. J'ai relancé le préfet. Et à l'inauguration de la caserne de Bigadance, qui est une superbe caserne, j'ai rencontré à nouveau le président du département et je lui ai manifesté avec le directeur du SDIS notre volonté, vu la spécificité de la commune, de faire un exercice en la faveur, et notamment un exercice d'évacuation par voie terrestre ou par voie maritime ou les autres. Y a-t-il d'autres? Luc Arsenault. Petite précision, au niveau des évacuations et des regroupements, nous avons officialisé la sectorisation de la presqu'île. Et donc, il y a 16 points de rassemblement qui vont être identifiés. Ces points de rassemblement où, en fonction des autorités, demanderont aux gens de se rendre sur ces points et ils seront soit mis en sécurité, soit effectivement évacués de la presqu'île. Donc, ces points, vous avez les baptises sont en train d'être faites et vous les aurez dans le décret. Donc, chacun saura, à la demande des autorités, savoir quel point rejoindre sur la presqu'île. Oui, monsieur le maire, je crois qu'effectivement sur ce sujet qui est extrêmement grave, il faut avoir une position transpartisane. Je sais que c'est votre souhait, c'est le mien, c'est aussi celui de monsieur Arsenault. Et moi, personnellement, effectivement, à la mesure de mes moyens, j'essaierai de contribuer effectivement à ces travaux qui ont déjà débuté. Ils ont déjà bien débuté, je le dis en toute objectivité, parce qu'effectivement, ce sujet est majeur et que nous devons tous nous y mettre au travail, parce que c'est le défi, à mon avis, des années à venir et des années relativement proches, ce qui m'inquiète essentiellement. Je partage votre point de vue. Y a-t-il d'autres prises de parole? Madame B. Très bien, je pense que M. Pastor avait oublié qu'il y avait un conseil extraordinaire transpartisan Oui. et que nous avons tous apporté notre pierre à l'édifice sans Vous que ce avez soit raison, une personne en particulier. Monsieur le maire, moi ce qui m'intéresse, et de façon très pragmatique, 200 000 € fléchés pour l'investissement pour lutter contre les incendies. Moi je veux juste savoir quels sont les projets qui rentrent dans ces 200 000 €, mis à part ceux que vient de dénoncer Luc Arsenault de manière très consensuelle. Je voudrais savoir quels sont les projets au-delà de la signalétique, des bornes, des barrières. Oui. Il y a également la surveillance nocturne, j'y tiens beaucoup. L'idée est la suivante, c'est de ne faire voler en période sensible des drones à caméra thermique ou d'organiser une surveillance par vidéothermique de la forêt de la commune. Parce qu'on sait très bien qu'en pleine nuit, les incendiaires peuvent très bien intervenir et faire brûler la commune. Et l'idée, c'est de détecter le départ des feux le plus vite possible. Ça fait partie des pistes. On a également tout un volet communication qu'il faudra financer à un moment ou à un autre, de façon à prévenir des risques d'incendie de forêt. Et il y a toute une stratégie que nous avons développée avec le SDIS, avec la DFCI aussi, qui sont des partenaires. Là, la DFCI, il faudra peut-être les aider à se doter de moyens, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, avec l'ONF, avec tous les partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé un budget de 200 000 € pour l'année 2020. Oui, madame. Monsieur le maire, on avait discuté et on avait dit qu'il serait possible de mettre à disposition des kits. Vous vous rappelez? Oui. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps? C'est toujours dans l'air du temps, c'est toutes les bonnes idées. Votre voisin s'occupe remarquablement de ce risque et si vous avez une bonne idée, elle sera prise en compte, sachez-le. Mais je n'ai aucun souci là-dessus. Je vous remercie. Collègues, pour votre unanimité, je passe la parole à Nathalie Hett pour le tarif des marchés de plein air. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, par délibération en date du 15 décembre 2022, le conseil municipal a adopté les tarifs municipaux 2023. Les tarifs des 4 marchés extérieurs, Lège, Claouet, Piraillon et le Castellet, devaient être réajustés sous réserve de l'accord de la commission paritaire des marchés de plein air. À la suite de la commission du 14 février 2023, les membres ont proposé d'établir les tarifs comme suit. À Lège, en saison, on est à 5,50. Hors saison, on est aussi à 5,50. À Claouet, en saison, on est à 11,50. À Piraillon, en saison, on est à 12,50. Et au Cap Ferré, en fin de saison, on est à 24 €. Et hors saison, on est à 12,50. Par conséquent, il vous est proposé d'adopter le tableau des tarifs des marchés extérieurs comme ci-dessous. Ce dossier a été présenté aux membres de la Commission Finance, Administration Générale, Marché, Démocratie participative et économique le 23 février 2023. Merci Nathalie pour cette présentation. Y a-t-il des prises de parole? Madame Ramon. Bon, évidemment, je n'étais pas à la commission finance.
Donc, Madame Hayes, savez-vous que l'application des tarifs est réglementée? De ces tarifs, savez-vous que l'application de ces tarifs est réglementée? Voilà. Donc, l'application de ces tarifs est réglementée par un article du CGCT, le 22-24-14, bon, peu importe. Et il est par ailleurs stipulé que cette taxe doit être uniforme sur tout le territoire de la commune, que ce soit sur le site du ministère de l'Intérieur ou du Sénat. Donc, étant donné que je ne suis pas sûre peut-être sûre de moi, mais j'ai bien lu pourtant, j'ai donc demandé un contrôle de légalité sur le fond à Monsieur le Préfet. D'accord, mais voilà. C'est votre droit le plus strict. Moi, il me semble normal, si vous voulez, qu'on ne fait pas le même prix, le carreau à Lège, le carreau Cap Ferré. C'est la loi. Mais si c'est la loi et que le contrôle de l'égalité vous donne raison, écoutez, nous reviendrons sur cette délibération, je trouverais ça infiniment dommage. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce que tu veux nous préciser quelque chose, Nathalie? Je voulais parler des ouvertures Oui. de marché ajoutées puisque la saison va bientôt arriver. Donc le marché de Lège-Bourg est ouvert tous les jeudis et samedis toute l'année. Au Cap Ferré, on est ouvert le mercredi et samedi toute l'année. À compter de Pâques, les ouvertures seront en plus du mercredi et samedi tous les dimanches. On aura des ouvertures du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires du printemps, le week-end de l'Ascension et le 1er mai. Et on ouvre tous les jours à partir du 17 juin jusqu'au 17 septembre. À Piraillan, ouverture du marché du 24 juin au 3 septembre. Et à Claoué, il sera ouvert du mercredi au dimanche du 29 avril au 16 juin. Et tous les jours à partir du 17 juin au 24 septembre. Merci Nathalie. Juste, oui, Madame B. Non, c'est moi qui donne la parole, je vous donne la parole. Oh là là. Ah oui, c'est leur règlement. La façon de le dire est pas particulière. En saison, madame, c'est 23% d'augmentation pour le Cap Ferré et 32% hors saison. Pour Lège, en saison, c'est 25% d'augmentation, tout comme hors saison. Claoué, 10% d'augmentation et Piraillan, 20%. Au vu de cette disparité de tarifs, considérez-vous que vous soyez équitable envers les commerçants et leurs clients selon les marchés? Augmenter les tarifs des marchés, c'est impacter directement le pouvoir d'achat des clients et la marge des commerçants, qui de toute façon répercuteront l'augmentation sur la produit, sans s'assurer malheureusement de marge réelle, puisque leur prix d'achat est déjà tendu. Vous devez certainement compter sur la surfréquentation estivale habituelle, sans mesurer le contexte économique présent et à venir sur le portefeuille des Français. Dans une période où le taux d'inflation est de 7%, celui de l'alimentaire est aujourd'hui de 14% et continue de grimper. Je ne comprends pas une telle mesure qui frappe directement au portefeuille des commerçants et leurs clients. Vous avez augmenté tous les tarifs municipaux qui touchent directement les locaux, cantines, crèches, garderies et j'en passe. Et là, vous touchez à l'alimentaire dans une période de crise. C'est une mesure qui m'étonne et qui me surprend et que je ne trouve absolument pas équitable. Et je donne raison à Madame Remond, que je pense qu'il y a un problème de l'égalité. Bien, nous avons entendu. Écoutez, on avait des prix de marché extrêmement bas. On a fait, j'aime pas ce mot, mais on a fait du benchmark pour savoir un petit peu quels étaient les prix des marchés. On s'est rendu compte que, notamment dans le sud, les prix étaient relativement bon marché. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité augmenter le prix des carreaux. Et en plus, quand on voit la façon dont les commerçants se battent pour avoir les carreaux, je pense qu'on est tout à fait dans le prix raisonnable. Pour répondre à ce contrôle de légalité, moi je regrette, Madame Remond, au lieu de saisir le préfet, que vous ne soyez pas venu ou me voir, ou voir les services en disant « je crois que la mesure que vous prenez est illégale ». Il aurait été plus simple, me semble-t-il, de nous le dire courtoisement, mais franchement, plutôt que de saisir Monsieur le Préfet sur un contrôle de légalité. Nous verrons ce que le préfet décide. Et si, bien évidemment, cette délibération est illégale, sachant que depuis toujours, nous avons des tarifs différenciés entre le Cap Ferré et Lège-Bourg, eh bien, si cette mesure n'est pas légale, nous reviendrons sur un prix unitaire entre le Cap Ferré et Lège-Bourg, et je pense que ça serait préjudiciable à nos marchés. Oui. Pour compléter ce que vient de me dire Monsieur le maire, vous avez vraiment dû trouver les augmentations à la marmite de la Fécarabosse, parce que les services viennent vous confirmer, nous étions à 11 € à Claoué, on passe à 11,50 €, 12 €, nous passons à 12,50 € pour Piraillan, et Cap Ferré, 23 €, nous passons à 24 €, donc c'est pas du tout les chiffres que vous avez annoncés, Madame. Alors l'idée, Madame, c'est des 3,5% arrondis à l'euro supérieur. 3,5%, et ça a été validé par la commission paritaire des marchés. Sachez que si nous avions proposé une augmentation de 25%, eh bien je doute fort que les commerçants présents à la commission aient été d'accord. Là, nous avons proposé une augmentation de 3,5%. Vous l'avez manifesté, l'inflation tourne autour de 6,5 à 7%. L'inflation des produits alimentaires est plutôt au-delà de 12%. Il nous a semblé qu'augmenter le tarif des carreaux de 3,5% arrondi à l'euro supérieur était quelque chose de tout à fait raisonnable. Nous allons passer au Monsieur Pastor. Je ne suis pas encore intervenu. Juste une observation sur cette question. Moi, je tiens à préciser, effectivement, c'est un chiffre très important.
Ils le sont d'abord pour notre population, parce qu'ils offrent des services qui sont essentiels, et ils sont aussi importants parce que j'ai rencontré des jeunes créateurs qui leur permettent effectivement de pouvoir développer leur création sur ces marchés, c'est important. Donc au-delà de la question de la qualité, qui est peut-être à mon avis tout à fait justifiée, ça c'est à mon avis une question très intéressante à creuser. Je pense qu'effectivement, il faut aussi souligner le fait que l'accès à ces marchés est très important pour les jeunes créateurs. Nombre de personnes l'ont dit, et d'ailleurs les places sont assez limitées, trop limitées malheureusement, et donc il n'y a pas accès. Je vous remercie de cette intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est moi qui rapporte le Téléthon, figurez-vous. Donc, mes chers collègues, le Téléthon mobilise des millions de personnes partout en France. Et ce Téléthon vise à lutter contre les myopathies et les maladies rares. La manifestation est organisée par l'Association française contre les myopathies. Et en décembre, cette association organise le Téléthon. Et cette année, nous avons voulu renouer, après 2 années Covid, avec cette grande fête de solidarité. Et nous avons cette année mobilisé au niveau de la commune les associations, les habitants. Et cette mobilisation, je salue mon ami Alain Pinté, qui était à l'initiative de ce Téléthon. Cet événement a été considérable. Et nous avons collecté plus de 35 000 €. Et nous avons remis, je ne sais plus, au mois de janvier, je crois, fin janvier, un chèque à l'AFM de plus de 35 000 €. Par une délibération du 24 octobre 2022 et une décision municipale, je m'étais engagé auprès de l'AFM, auprès de la direction nationale de l'AFM, à verser 10 000 € en cas de déficit. C'est-à-dire si le Téléthon, avec la présence de quelqu'un comme Pascal Obispo, avec l'organisation qui était lourde, avec la présence de France 2 sur notre territoire, si d'aventure cette organisation était déficitaire, j'avais dit à l'AFM, je m'engage à ce que la commune verse 10 000 €. Parce que ce Téléthon a été très bien organisé, je salue à nouveau Alain. Parce que les associations ont joué le jeu. Parce que la population s'est mobilisée. Et nous avions plus de 800 marcheurs entre l'Ège, départ à 9 h, et le café. Eh bien, nous avons eu un grand succès, et c'est la raison pour laquelle la dépense de versement de la commune correspond au solde financier s'élèvera à 8 374,02, et cette dépense sera imputée au compte des subventions sur le compte 65 748. Voilà, y a-t-il des questions, des observations sur ce Téléthon? Madame B. La fée Carabosse, qui est très fière d'ailleurs d'être la fée Carabosse, parce que moi, elle voit ce qui se cache derrière ce qu'on ne peut pas montrer. Le Téléthon est une manifestation qui prend chaque année plus d'ampleur et qui démontre la générosité et l'implication des Français, des bénévoles et des associations. Nous y sommes tous très attachés. Ici, le sujet, ce n'est pas la générosité qui est sur la balance, mais la transparence des comptes. Et là, je lis, ouvrez les guillemets, au vu du succès de cette édition, sur les 35 000 € donnés à l'AFM, le versement de la commune correspondant au solde financier de l'événement s'élèvera à 8 374,02 €. Vous évoquez vous-même la notion de solde. Mais un solde, monsieur le maire, moi je sais compter, 2 plus 2 est égal à 4, comme madame Remond d'ailleurs, cela implique recettes et dépenses. Vous ne précisez ni le montant des dépenses, ni celui des recettes, selon le principe de l'AFM qui veut que les dépenses doivent constituer que 10% des recettes. Pas plus que vous ne précisez la part des associations, ni celle du sponsor. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les dépenses soient supérieures aux recettes, mais nous ne savons pas de combien exactement. Pour information, cette délibération n'est pas passée en commission présidée par M. Pinchevet, qui ne lit d'ailleurs pas lui-même la délibération. Donc, pour en revenir aux commissions, je voudrais informer les membres qui sont les membres du public qu'elles ne sont ni obligatoires, ni essentielles, tout simplement parce qu'en commission, nous donne des réponses qu'on veut bien, tout est préparé d'avance et nous n'avons pas d'autre mot à dire. La loi ne nous oblige pas à y aller, pas plus que le règlement intérieur. Donc, à partir de ce principe, mesdames et messieurs, sachez que les élus d'opposition ne sont pas tenus à assister aux commissions. D'ailleurs, elles se font selon le bon vouloir des élus de la majorité. Monsieur Bordelot, adjoint à la culture, n'en fait jamais. Ce qu'il prépare se passe en décision municipale. Voilà, j'ai mis un petit peu le cadre pour mettre tout le monde d'accord, n'est-ce pas, monsieur le maire? Donc j'attends les réponses concernant la transparence des comptes sur le Téléthon, puisque vous évoquez un solde, quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses. Merci d'avance.
Alors, bien évidemment, quand vous organisez un événement de cette ampleur, vous avez des frais, vous avez des dépenses. Vous avez des dépenses parce qu'il faut organiser une billetterie, vous avez des dépenses parce qu'il faut organiser une scène pour le spectacle, vous avez des dépenses. Eh bien, sur la partie spectacle, les recettes étaient de 8 000 et quelques euros supérieurs aux dépenses. C'est pas très compliqué. Et l'ensemble du Téléthon a rapporté 35 100 et quelques euros. Je ne sais pas où vous allez chercher le mal, mais il n'y en a pas. Au contraire, Alain et toutes les équipes de la collectivité ont beaucoup travaillé pour ce Téléthon. Je pense que certains n'ont pas bien dormi, parce qu'ils redoutaient un échec. Ce ne fut pas le cas, ce fut un succès total, tant sur le plan financier que sur le plan humain, parce qu'il s'est créé pendant cette marche une véritable solidarité au travers de nos villages. Et cette conclusion par ce concert, il ne faisait pas très chaud, je le reconnais, de Pascal Obispo au Cap Ferré, ça a été, à mon avis, un temps exceptionnel. Exceptionnel, un temps de partage, certains d'entre vous y étaient. Ça a été un temps de partage tout à fait remarquable. Alors, il est vrai qu'on a eu des frais, il est vrai qu'on a encaissé des recettes, et le delta entre les recettes et les frais s'élève à 8 000 et quelques. Donc, on verse, nous, cette somme à l'FM, plus tout le reste, et le chèque global fait 35 000 euros, dont 8 000 et quelques euros payés par la collectivité. C'est juste ça. Vous n'attendez pas ma question. Je ne vois pas, je ne sais pas quoi vous dire. Allez, on passe au point suivant, si vous voulez bien. Madame de Bourg, pardon. Oui. Alors, en ce qui concerne le Téléthon, vous n'avez pas voté déjà. Pardon. Il n'y avait pas de vote sur ce Téléthon. Si, il y a un vote sur le Téléthon. On passe au point suivant. Au niveau de ce Téléthon, ce n'est pas le problème de la solidarité et du Téléthon en soi, et moi je voterai pour. Ce n'est pas le problème, vous évoquez l'identité, la solidarité, la fraternité sur ce dispositif, bien évidemment, ça l'est. Le problème, c'est la transparence des opérations financières qui ont été menées. C'est pas que vous donnez un chiffre là et qu'il faut avaler juste celui-là. C'est pas une question de critique, c'est important d'avoir une transparence des comptes en permanence. Alors, il y a ce problème de transparence des finances. Et puis, il y a le problème également de la communication. Puisque j'ai dû appeler la veille, je suis acheté pour avoir des informations en tant qu'élu d'opposition sur le déroulement de ce Téléthon. Et ça, je trouve ça vraiment irrespectueux pour l'opposition. Alors, madame, bien évidemment, en communication, on peut toujours s'améliorer. Au demeurant, il y avait quand même 800 personnes qui étaient informées de cette marche, puisqu'on était 800 au départ de l'Ège à 9h du matin, alors qu'il faisait fort frais. Deuxièmement, nous étions 2000 au Cap Ferré, donc il me semble qu'on a quand même assez bien communiqué. En tout cas, il y avait 2800 personnes qui ont connu... Mais j'attendrais plutôt que vous me disiez, je suis désolée, et nous nous excusons, mais pas tout le monde a été averti, sauf vous. Non, je vous ai dit qu'en termes de communication, on peut s'améliorer, et si on a mal communiqué envers vous, je vous demande de bien vouloir vous en excuser, on essaiera de s'améliorer. Au demeurant, je pense que la communication n'a pas si mal marché que ça, parce qu'on avait quand même beaucoup de monde. Et en tout cas, les associations, elles, ont fait passer le message, et nous étions très nombreux, et nous avons obtenu 35 000 euros, ce qui est un résultat considérable. Voilà la seule chose qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Nous passons au vote. Madame, vous êtes intervenue 2 fois, on va en rester là. Nous passons au vote. Qui est contre? Vous êtes... Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, c'est Laure Martin qui va nous parler de la création d'un poste dans le dispositif Parcours Emploi Compétences. Laure. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet d'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public des emplois, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi dans la limite de la valeur du SMIC. La durée hebdomadaire afférente à l'emploi est de 25 heures par semaine. La durée du contrat est de 6 mois renouvelable et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Par conséquent, il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'autoriser monsieur le maire à créer un emploi dans le cadre du parcours emploi-compétences dans les conditions suivantes. Compte tenu des postes, agent d'entretien et de restauration au sein des groupes scolaires, durée des contrats 6 mois renouvelables, durée hebdomadaire de travail 25 heures,
rémunération base du SMIC horaire. Et autoriser M. le maire à intervenir pour la signature de la convention avec la mission locale et ou Pôle emploi pour la signature du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. Le dossier a été présenté à la commission finances le 23 février 2023. Merci Laure. Y a-t-il des questions d'observation sur ce dossier? Monsieur Pastor. Là, je rejoins effectivement la majorité sur cet emploi-là. C'est un dispositif qui a été créé en 2002 pour permettre effectivement à des personnes qui rencontrent des difficultés professionnelles de pouvoir être insérées. Donc je suis d'accord sur cette délibération et sur cette dépense en particulier. Merci de cette approbation. Y a-t-il d'autres prises de parole? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Alain Bordelot va nous parler de la création d'un emploi permanent. Monsieur le maire, mes chers collègues, vu le CGCT et considérant que pour les besoins du service, en l'absence de recrutement de fonctionnaires de catégorie C, il y a lieu de créer un emploi permanent d'agent d'accueil contractuel à temps complet auprès des services de France Service, dans les conditions prévues à l'article L332.8 de l'ordonnance 2021-174 du 24 novembre 2021, à savoir un contrat contractuel d'une durée de 3 ans renouvelable. Sous l'autorité de la direction du responsable du pôle citoyenneté, elle aura pour mission d'assurer l'accueil des usagers auprès de France Service. La rémunération vous est détaillée dans la délibération. Par conséquent, il vous est proposé, mes chers collègues, la création au tableau des effectifs d'un emploi permanent de catégorie C au grade d'adjoint administratif avec les fonctions d'agent d'accueil contractuel à temps complet et l'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable. Ce dossier a été présenté aux membres de la Commission Finances Administration d'économie du 23 février 2023. Merci Alain. Y a-t-il des observations ou des questions sur ce dossier? Ça concerne France Service. C'est vrai que nous appelons une agent qui est habitant et nous l'appelons à plein temps parce que ça marche tellement bien qu'il faut avoir un demi-TP supplémentaire dans ce dossier. Question? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre? Combien de contre? Bravo. Qui est contre? 2. Abstention? Je vous remercie. Le point suivant. Alors, c'est Camille Dupuis qui nous parle de la convention de disponibilité pour participation aux missions de sécurité civile des sapeurs-pompiers. C'est un dossier important qui rentre dans le cadre de ce que nous évoquions, c'est-à-dire la lutte contre les incendies de forêt. Monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, il s'agit d'une convention de disponibilité pour participation aux missions de sécurité civile des sapeurs-pompiers volontaires. Vu les lois 87-370 du 3 mai 96 et celle du 2011 du 151 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, la commune de l'Escaféré prévoit de tenir compte de ces dispositions pour que 7 agents de la collectivité concernés par cette convention de disponibilité soient encouragés dans cette dynamique citoyenne. La commune souhaite en effet s'inscrire dans une démarche d'un partenariat avec les services départementaux d'incendie et de secours, le SDIS, couvrant le territoire dans le dessein d'améliorer réciproquement la qualité du service en vue de la protection et de la sauvegarde des personnes et des biens. À cet effet, l'employeur public d'un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation, tout en garantissant la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités des services. Par conséquent, il vous est proposé, mesdames et messieurs, d'approuver la convention cadre qui est prévue et établie pour le développement du volontariat, si annexé entre la commune de l'Escaféré et le SDIS, organiser les modalités de la disponibilité pour des missions opérationnelles et des actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires agents communaux, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Ce dossier a été présenté au membre de la Commission des Finances le 23 février 2023. Merci Evelyne. Y a-t-il des questions, des observations sur cette convention? Contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour cette unanimité. Vincent Verdier va nous parler des grilles indiciaires des sauveteurs. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, dans le cadre de l'organisation des secours et de la surveillance des plages pour la prochaine saison estivale, il convient de recruter, selon les besoins de la saison, 38 sauveteurs aquatiques.
Il s'agit d'agents contractuels recrutés sous le statut d'agents territoriaux saisonniers, relevant du cadre d'emploi des activités physiques et sportives, après un test de sélection qui interviendra les 22 et 23 août prochains. Par ailleurs, face aux difficultés rencontrées chaque année pour l'affectation des CRS en avant ou en après-saison, et considérant qu'il convient d'anticiper cette éventuelle carence, il est prévu de recruter des agents à titre occasionnel sur les postes de sécurité. À ce titre, il vous est présenté la grille de rémunération pour les chefs de poste adjoints au poste de secours et sauveteurs aquatiques océan, en adéquation avec la grille de rémunération présentée par le syndicat intercommunal pour la surveillance des plages de la Gironde, votée le 25 novembre 2022 par le conseil syndical. Pour votre information, les salaires bruts mensuels vont de 1 707 € pour un jeune sauveteur aquatique embauché à 2 589 € pour un chef de poste océan avec plus de 8 ans d'ancienneté. Il est donc proposé d'adopter pour la saison 2023 la grille indiciaire de rémunération pour les chefs de poste civils, les adjoints aux chefs de poste civils, les sauveteurs aquatiques civils équipiers. Par ailleurs, l'encadrement du stage de sélection sera rémunéré sur la grille indiciaire annexée. L'ensemble des sauveteurs aquatiques pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour nécessité de service au-delà des 25 heures supplémentaires autorisées mensuellement. De ce fait, un certificat administratif sera établi pour justifier de la nécessité absolue de ce service. De plus, le cadre d'emploi des sauveteurs aquatiques est depuis le décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 éligible au régime indemnitaire basé sur la part IFSE. La collectivité pourra, si elle le souhaite, appliquer cette mesure aux sauveteurs aquatiques. Bien sûr, ce dossier a été présenté aux membres de la commission finances. Merci Vincent pour cette présentation et merci pour l'investissement que tu mets dans ce dossier, qui est un dossier sensible, parce que c'est un dossier qui, tout l'été, nous fait trembler un petit peu aussi. Y a-t-il des questions, des observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour nos sauveteurs. Marino Figier va nous parler de la même chose, mais pour les ATPM, les agents temporaires de police municipale. Marino. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la commune de Lège-Cap-Ferré envisage de recruter durant la période estivale des agents saisonniers contractuels, assistants temporaires de police municipale, des ATPM. À ce titre, il convient, au regard des missions demandées à ces agents, de définir une grille de rémunération dont l'espace indiciaire est calqué sur le cadre d'emploi des gardiens brigadiers de police municipale. Les indices de rémunération suivront l'évolution de la fonction publique territoriale. Un arrêté de nomination sera pris individuellement. Par conséquent, il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'adopter pour la saison 2023 cette grille indiciaire de rémunération qui prend en compte l'ancienneté de l'agent contractuel dans les missions d'ATPM exercées auparavant au sein des services municipaux de Lège-Cap-Ferré. Ce dossier a été présenté aux membres de la commission Finances, Administration Générale, Marché, Démocratie participative, Vie économique du 23 février 2023. Merci Marino. Y a-t-il des questions d'observation? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Même chose pour les ASVP. Valérie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la commune de Lège-Cap-Ferré envisage de recruter durant la période estivale des agents saisonniers contractuels, agents de surveillance de police municipale, ASVP, qui auront vocation à répondre à une mission particulière de surveillance de la voie publique et des manifestations, surveillance des cales de mise à l'eau, contrôler les dépôts sur la voie publique sur la commune. À ce titre, il convient, à la vue des missions demandées à ces agents, de leur attribuer, en sus de leur rémunération statutaire, les indemnités horaires de nuit, de dimanche et jours fériés prévues selon les textes. Par conséquent, il vous est proposé, mesdames et messieurs, d'adopter pour la durée du mandat le versement de ces indemnités aux ASVP saisonniers. Ce dossier a été présenté aux membres de la commission finances le 23 février 2023. Merci pour cette présentation. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Oui, monsieur le maire, je peux comprendre que le recrutement de ces ASVP pour la saison estivale concerne également les personnes qui sont chargées de surveiller les cadres de mise à l'eau et notamment le paiement. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour sur le coût de ce dispositif que vous avez décidé sur ma part l'année dernière pour notre commune, à savoir le matériel lui-même, mais également le coût du personnel utilisé pour cette surveillance et les recettes générées, savoir si cette opération est aujourd'hui à l'équilibre ou si elle ne l'est pas. Oui, monsieur, je demande au service, monsieur Autier, est-ce que vous pourrez faire le nécessaire pour donner ces informations? Y a-t-il d'autres prises de parole? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Oui, Germain, le recensement.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, par délibération en date du 24 octobre 2022, le conseil municipal avait entériné les conditions de réalisation du recensement de la population qui a été fixé du 19 janvier au 18 février 2023. Ce recensement a été placé sous la responsabilité de l'État et sa réalisation reposait sur un partenariat étroit entre la commune et l'INSEE. En cours d'exécution du recensement, les services de l'INSEE ont alerté la collectivité sur les difficultés liées à l'enquête de recensement en raison de la période du mois de janvier, qui est le moment où de nombreux habitants sont absents de leur résidence sur la commune de Lège-Cap-Ferré. La période du recensement est fixée par une voie législative et aucun dispositif particulier n'est prévu pour les stations balnéaires. Par ailleurs, dans la difficulté de recruter en externe les 25 agents recenseurs prévus, des agents municipaux ont été mobilisés dans des conditions spécifiques. Ils ont été mis à disposition à mi-temps par la collectivité et peuvent percevoir une indemnité complémentaire de 500 €, un forfait de 150 € pour l'utilisation de leur véhicule personnel et les primes spécifiques visées dans la délibération. Au regard de ces conditions particulières, l'INSEE a prolongé la période de recensement de 6 jours après le 18 février 2023, de manière à obtenir un résultat plus performant sur notre territoire. En conséquence, il convient d'autoriser M. le maire à prolonger la durée de contrat des agents recenseurs pour la nouvelle période considérée et d'accepter un complément de rémunération au prorata des conditions prévues dans la délibération du 22 octobre 2022. Si par nécessité de renforcer les équipes d'enquêteurs, la collectivité a recruté des agents recenseurs complémentaires désignés par arrêté du maire, les contrats et rémunérations s'effectuent dans le même cadre au prorata du temps de travail effectué. Il vous est donc proposé, mesdames et messieurs, de bien vouloir entériner les dispositions évoquées ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce recensement. Ce dossier a été présenté aux membres de la commission finances. Merci Véronique. Y a-t-il des questions, observations sur ce dossier? Madame Devaux. Alors, gageons que les vacanciers de notre commune, en fait, les administrants en vacances, reviennent avant le 26 février. Je l'espère, mais ça fait un peu tôt. J'ai une question pratique. Que faites-vous avec un administré qui ne veut pas être recensé? Parce que ça vous fait rire, Madame Germain. On m'a remonté deux cas de personnes qui n'ont pas voulu se faire recenser. Donc je voudrais savoir comment vous procédez, enfin comment ça se passe. Alors d'abord, c'est assez compliqué cette administration. D'abord parce que j'ai manifesté cela à la fois au directeur de l'INSEE, directeur départemental de l'INSEE, et à la fois monsieur le sous-préfet. Nous avons eu du mal à recruter, pour être très honnête. Les agents recenseurs n'étaient pas légion cette année, c'est moins compliqué. Deuxièmement, j'ai fait remonter l'idée selon laquelle faire un recensement à Lège-Cap-Ferré au mois fin janvier était une ineptie. Tout simplement parce que j'ai demandé le but du recensement. Le but du recensement, selon l'INSEE, est d'établir une cartographie des résidents, je ne vais pas dire permanents, mais qui vivent le plus longtemps dans l'année à un endroit donné. C'est-à-dire, si vous passez 6 mois et 1 an à un endroit, vous devez être recensé sur cette zone-là. Et il est bien évident qu'un certain nombre de paramètres ont fait évoluer considérablement les choses. D'abord, l'extension de la saison. Maintenant, on a une saison beaucoup plus large que dans le passé. Deuxièmement, le départ en vacances, justement, à cette période-là, d'un certain nombre de personnes en rapport avec l'activité touristique, qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas présents. Et enfin, il y a de plus en plus de personnes qui habitent ici 6, 7, 8 mois, et qui, comme par hasard, au mois de janvier, ne sont pas là, parce qu'ils sont soit dans les métropoles, soit au soleil, soit ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce recensement a été extrêmement difficile. Alors, quid en cas de refus? Eh bien, normalement, on fait remonter l'information à la direction départementale de l'INSEE par les services. Et après, c'est eux qui sont en mesure de venir gérer ce problème-là. En aucune façon, nous n'avons de pouvoir de coercition pour obliger quelqu'un à se recenser s'il ne veut pas se recenser. Par contre, on peut très bien faire remonter l'information auprès de la direction départementale en disant, voilà, à telle adresse, il y a quelqu'un qui ne veut pas être recensé. Et à ce moment-là, c'est les agents de l'État qui vont faire le nécessaire pour voir s'il est opportun ou pas de recenser cette personne. Sachez également qu'il y a des indicateurs de voisinage, c'est-à-dire qu'on peut également solliciter, les agents recenseurs peuvent solliciter les voisins pour savoir qui habite, combien de personnes, quelle est la fréquence de leur présence sur le territoire, etc. Mais c'est vrai que pour nous, cette période-là est une période compliquée. J'ai fait remonter ça au niveau de la préfecture, qui m'a dit effectivement qu'on pourrait revoir les périodes. Il y a également un autre problème, c'est qu'on est sur des démarches assez archaïques. On peut imaginer quand même avoir des simplifications dans ces démarches et trouver des démarches plus simples, plus organisées, faisant appel à l'informatique, de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions de recensement plus pertinentes que celles que nous avons aujourd'hui.
j'espère avoir répondu à votre demande, à savoir, je fais remonter l'information que je fais. Les services vont remonter l'information à la direction de l'INSEE, et c'est après c'est à eux de pouvoir gérer ces problématiques. Le problème se pose quand la personne n'a pas de logement sur la zone. J'en ai là. Parce que là, parler de logement, s'il n'y a pas de logement. Non, mais s'il n'y a pas de logement, on ne recense pas les gens qui n'ont pas de logement. Par définition, le recensement est lié au logement. Ça, c'est pas moi qui le décide, c'est les services de l'État et l'INSEE en particulier. Ça, par contre, effectivement, si les gens n'ont pas de logement, c'est un peu compliqué pour nous. S'il y a d'autres prises de parole, une façon de vote qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour votre unanimité. Le point suivant, c'est Aline Dupuis qui va nous parler d'un dispositif prévisionnel de secours aquatique. Monsieur le maire, mes chers collègues, chaque année, la commune de l'Escapéré met en place un dispositif de surveillance des baignades réglementé de mi-juin à mi-septembre. Cette année, les dates retenues sont du 10 juin au 10 septembre. En dehors de cette période, les plages du littoral peuvent malgré tout faire l'objet ponctuellement de fortes affluences. Aussi, afin de renforcer les mesures préventives déjà en place, bornes d'appel d'urgence, affichage, information, la municipalité souhaite l'activation ponctuelle d'équipes dédiées à l'information du public des risques liés à la baignade et à la prévention des risques de noyade à travers la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours conclu avec le club de sauvetage côtier de l'Horizon, association locale affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme et organisme de sécurité civile. Ce dispositif va concerner notamment pour 2023 les week-ends et jours fériés de l'avant-saison, d'avril à juin, et d'après-saison, septembre, ainsi que les journées dites défavorables pour les conditions météorologiques. Cette équipe sera composée d'intervenants secouristes et sauveteurs aquatiques. Ils auront vocation à assurer une présence préventive des risques de noyade en absence de surveillance des plages, assurer l'alerte et l'accueil des secours publics et porter assistance aux personnes en détresse. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel. J'insiste sur le mot prévisionnel, il s'agit uniquement de prévention des risques de noyade avec le club de sauvetage côtier de l'Horizon. Il est rappelé que ce dispositif est conforme aux directives du référentiel national relatif au dispositif prévisionnel de secours du ministère de l'Intérieur. La mise en place d'équipes secouristes demeure bénévole et l'association prestataire est à but non lucratif. Toutefois, la municipalité dédommagera l'organisateur des frais engendrés par l'attribution d'une subvention annuelle à hauteur de 12 000 € pour l'exercice 2023. Par conséquent, il vous est proposé, mesdames et messieurs, d'autoriser le maire à signer toute convention nécessaire à la création de ce dispositif. Ce dossier a été présenté à la commission des finances le 23 février 2023. Merci Evelyne pour cette présentation. Y a-t-il des questions, des observations? Madame de Gaulle. Oui, je voudrais savoir quelles sont les plages qui sont concernées. Parce que toutes les plages sont La plage du Grand Faux, exclusivement. Ah, d'accord. Ouais, très bien. Et par poste, il y aura combien de personnes à la fois? Alors, normalement, il y en aura minimum 3 ou 4. J'insiste sur la prévention. Ce ne sont pas des baignades dites surveillées. Il n'y aura pas, comme vous en avez l'habitude, en saison, des drapeaux rouges et jaunes maintenant, puisqu'avant c'était bleu, maintenant c'est rouge et jaune, avec une petite estacade et un gars avec un sifflet. Ça ne sera pas du tout ça. On fera de la prévention, c'est-à-dire qu'on va alerter sur les dangers des baillis, et il y aura un certain nombre de week-ends qui seront prévenus de cette façon-là, et également en fonction des prévisions des risques majeurs des courants de baillis, qui sont liés, on le sait, à la fois à la hauteur de l'eau, à la fois à l'heure de la marée, au coefficient de marée, au profil de la plage. En fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de prédire, entre guillemets, la dangerosité de nos plages. Malheureusement, l'année dernière, comme dans les 10 années précédentes, dans les secteurs protégés et surveillés l'été, nous n'avons pas eu de victimes et je m'en félicite. En revanche, en dehors des heures de surveillance et surtout en dehors des périodes surveillées, nous avons eu l'année dernière 3 noyades sur le côté océanique. C'est pour répondre à ce risque
c'est pour répondre également à l'évolution climatique qui pousse les baigneurs en début de saison, au mois d'avril, au mois de mai, parce qu'il fait 30 ou 35 degrés, à venir sur nos plages, à ne pas avoir conscience du risque, à se baigner et à se noyer. Nous avons eu 2 ou 3 journées l'année dernière dramatiques, dont une où nous avons eu 2 noyés au Grand Faux. Alors nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce dispositif sur l'ensemble de nos plages. La plage la plus fréquentée, notamment en saison, est la plage du Grand Faux. De surcroît, c'est la plage la plus fréquentée par les non-habitués. Quand vous allez à la Garonne, vous avez beaucoup de gens qui ont l'habitude de nos plages océanes. Au Grand Faux, il y a des venus de métropole, de Lac-Auban, d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas les dangers des courants marines. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'une opération test, eh bien, nous avons mis en œuvre ce dispositif qui devrait être opérationnel au mois d'avril prochain. Y a-t-il d'autres questions, observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour votre unanimité. Le point suivant, c'est le compte-rendu du syndicat intercommunal d'électrification d'Arès. Je rappelle que ce syndicat intercommunal rassemble 4 communes. La commune du Borge, qui est en dehors de notre intercommunalité, la commune d'Arès, de l'Échappée et l'Onarezéma. Conformément à l'article 32 de la Convention de concession de distribution publique d'électricité, le comité syndical d'électrification propose un compte-rendu d'activité qui laisse apparaître au titre des travaux neufs les extensions, les renforcements et les branchements qui ont été effectués, au titre de l'exploitation, les consommations d'électricité, les recettes, ainsi que les indications sur la qualité du service rendu et la liste des principaux incidents, au titre des relations avec les usagers, les degrés de satisfaction de nous tous, usagers et clients d'EDF et d'Enedis. Ce document qui vous a été joint avec le dossier et qui fait plus de 100 pages, 210 pages, je ne sais pas si vous l'avez lu in extenso, mais il faut s'accrocher quand même, nous a été présenté lors du comité syndical du 22 décembre dernier, et nous devons le partager tous ensemble, collectivement. Avez-vous des questions ou des observations sur ce document? Pas de questions, pas d'observations. Il n'y a pas de vote, c'est juste un compte rendu que nous devons prendre acte. Le point suivant, c'est les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la commune. Laetitia Guignard. Oui, monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc dans l'exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer différents types de déplacements qui peuvent ouvrir de voir le remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. Donc la délibération, je vous fais grâce de sa lecture intégrale parce qu'elle est assez longue. Elle prévoit évidemment les différents cas de figure dans lesquels ce remboursement peut avoir lieu, notamment les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune, ou des frais liés à l'exécution d'un mandat spécial, ou encore des déplacements dans le cadre des lois de formation des élus. Donc les détails sont précisés avec les enveloppes budgétaires allouées conformément à la loi. Et c'est l'objet donc que nous vous proposons de valider dans cette déclaration. Merci Laetitia. Y a-t-il des questions ou observations sur ces modalités? Madame B. Je m'étonne sincèrement du timing de cette délibération qui aurait dû déjà être votée dès le début de la mandature. Vous et vos adjoints disposez d'une enveloppe de 138 000 € d'indemnité pour l'exercice de vos fonctions, y compris aller au salon des maires. Il vous revient de vous en servir et non de demander aux contribuables d'assurer vos privilèges, y compris ceux qui incombent à vos fonctions. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Écoutez, non seulement ça aurait dû être pris depuis le début de la mandature, mais ça aurait dû être pris depuis 50 ans, 70 ans, 80 ans, parce que effectivement, il y avait des remboursements de frais de déplacement, ce qui est tout à fait logique, c'est la loi, si ce n'est que les modalités n'avaient pas été définies dans cette assemblée. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? De votre contre, vous voulez dire? Oui, avis contraire au compte, c'est à peu près une chose, bravo. Deux avis contraires, abstention, je vous remercie. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'octroi et fait d'exécution d'un mandat spécial, et je vois que Laetitia Guignard se déporte pour cette délibération, et je passe la parole à Marie-Delmas Guiraud. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, vu les différents articles, décrets, arrêtés fixant les taux des indemnités de mission prévus
pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, vu la délibération de ce jour fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la commune, la participation des maires, adjoints, conseillers municipaux au congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France implique des dépenses de transport et des frais de séjour. Pour prétendre au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de cet événement, les élus doivent agir au titre d'un mandat spécial. Ce mandat exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son objet, limité dans la durée. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et ouvre droit au remboursement des frais exposés par l'élu concerné. Dans la mesure où il entraîne une dépense, le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du conseil municipal qui doit désigner nominativement les élus ayant eu pour mission de représenter la commune à cet événement et préciser les dates de leur participation ainsi que les remboursements des frais afférents. Le remboursement forfaitaire est conditionné à la présentation des justificatifs des frais engagés. Les dépenses de transport peuvent également être remboursées sur présentation de justificatifs. Le 23 et 24 novembre 2022, Mme Laetitia Guignard a représenté la commune de Lège-Cap-Ferré au Congrès des maires, organisé porte de Versailles à Paris. Par conséquent, il vous est proposé d'accorder un mandat spécial à Mme Laetitia Guignard pour sa participation au Congrès des maires du 23 au 24 novembre 2022 à Paris, de valider que les remboursements des frais interviendront sur présentation des justificatifs et sur la base des barèmes prévus par les textes. La dépense sera inscrite au compte numéro 65 312. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions d'observation concernant ce dossier? Madame B. Monsieur le maire, d'après ce que j'ai compris en lisant les délibérations lors de la commission des finances, Madame Guignard demande le remboursement de 111 €, je pense. Je ne sais pas combien c'est cet ordre-là, oui. Et de 17,50 € pour son repas. Oui. Comme je ne souhaite pas que le contribuable participe au financement des 17,50 € du repas de Madame Guignard, et comme je suis une bonne âme, je vais vous donner 20 € pour garder la monnaie. Bien. Alors pas moi, parce que c'est pas moi qui ai payé, et vous allez tirer sur le... Donc là, on est en plein cinéma. Merci de ce au théâtre ce soir. Alors, on va donner, si vous êtes d'accord, on va donner au comité communal d'action sociale. Ça me paraît être la meilleure destinée pour ce billet. Alors, si vous voulez, moi, je trouve tout à fait normal que Mme Guignard soit remboursée des frais de train et de son repas de midi, attendu qu'elle me représentait au salon des maires, et il me semble tout à fait logique, comme dans une entreprise privée, que les frais soient pris en charge par la collectivité. Une entreprise privée n'a pas de fonds publics. Merci. Si je peux me permettre, je crois que, en tout cas, je pense que cette table s'aperçoit que déjà le débat, déjà pas de débat et des attaques personnelles, ça m'intéresse peu, et je ne sais pas constructif, je crois qu'il y a beaucoup d'humour dans la démarche de Madame B. Personnellement, effectivement, j'ai demandé, et je crois que c'est pour apporter au crédit de Madame Guignard, je ne voyais même pas de frais d'hébergement, je crois qu'il y a un ticket de restauration rapide. Il y a un aller-retour en train SNCF et un repas à 17,50. Elle n'est pas allée dans un 3 étoiles à Michelin. Puisque nous sommes sur un peu d'humour sur cette délibération, je me permettrai d'être un peu trivial. Je crois bien qu'il y a eu la tournée des grands-ducs de la part de Madame Guignard sur cette question. Et d'autre part, ayant longtemps siégé au Conseil de l'ordre de ma profession, il est effectivement habituel que vraiment, dans un ordre où un élu soit défrayé pour représentation. Mais alors, je suis ravie de vous entendre tous les deux dire. Nous passons au vote. Qui est contre? Deux contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez faire rentrer Madame Guignard? Délibération suivante, je vous propose, puisque 5 élus sont directement concernés par cette délibération, je vous propose que ces 5 élus se déportent, dont moi-même, et je vous propose, si vous êtes d'accord, de confier la présidence de cette séance à Madame Guignard. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Laetitia, bravo pour cette unanimité. C'est David qui va prendre le relais pour nous présenter cette délibération qui concerne les 40 ans du jumelage à Saint-Doxel. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le 41e anniversaire du jumelage avec la ville de Saint-Doxel aurait dû avoir lieu en 2020, mais en raison de la crise sanitaire Covid, les échanges
ont bien été annulés. Afin de maintenir un lien étroit entre notre commune et nos amis allemands de Sandhausen, il est proposé cette année qu'une délégation du conseil municipal se rende en Allemagne du 18 au 21 mai prochain. Le conseil municipal sera représenté par les élus suivants, qui sont effectivement sortis, M. le maire, Philippe de Gaudeville, M. Alain Bordeloup, Mme Éline Dupuis, M. Jean Castagnel et M. Valérie de Saint-Léger. À ce titre, les frais de déplacement en avion entre Bordeaux et Strasbourg seront pris en charge par la collectivité pour les élus nommés ci-dessus, ainsi que les éventuels frais de logement. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023. Une délégation d'administrés de la commune se rendra à Sandhausen pour soutenir ce jumelage. En outre, la commune de Lèche-Caféret accueillera une délégation allemande du 7 au 10 septembre 2023 pour consolider l'échange d'amitié entre nos deux villes. Ce dossier a été présenté aux membres des commissions de finances le 23 février 2023. Je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir entériner les dispositions énoncées ci-dessus. Merci David pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, Madame Renaud. Donc je n'étais pas présente à la commission, comme vous avez dit, mais je suis très étonnée qu'il y ait 5 élus qui se déplacent en avion. Je voulais savoir s'il y avait un budget prévisionnel, au moins, parce que sinon on vous donne un chèque en blanc. Et en ce qui concerne les contribuables, il semblerait qu'il y ait des contribuables, enfin vous appelez administrés, qui rejoignent Strasbourg en bus. Voilà, Sandhausen en bus. Est-ce qu'il y a un budget prévisionnel? Comment seront-ils défrayés? Enfin, j'espère pour eux qu'ils seront défrayés. Et quels seront les budgets prévisionnels pour ces deux parties? D'autres questions? Madame D. Vous avez bien le dernier bilan de Richard? Nous allons voter contre, d'abord parce que vous, les adjoints qui accompagnent monsieur le maire, touchez des sommes conséquentes. Et donc, vous avez accepté la majoration de 3,5% sur lesquelles vous pouvez prélever le montant de vos dépenses dues à vos fonctions. Ensuite, le manque de transparence des comptes de la commune ne permet pas d'avoir une réelle visibilité, comme vient de l'exprimer Mme Renaud, sur la sincérité de cette délibération qui me pose question. Vous choisissez de prendre l'avion et les administrés prendre le bus pour Sandhausen. C'est votre privilège de prendre l'avion, nous n'avons pas à le financer. Et philosophiquement, nous voterons contre, parce qu'un élu n'a pas vocation à avoir son train de vie entretenu sur les deniers publics. Nous n'avons pas été informés de cette manifestation. Votre conception de la démocratie, nous le savons, ne s'étend pas aux élus d'opposition. Encore une fois, vous nous proposez une délibération sans qu'aucun montant, aucune précision ne soit exprimée par écrit. Pour info, en 2020, vous aviez prévu 50 000 € sur le budget pour ces 40 ans, dont 11 000 € de transport. En 2023, avec la hausse des prix, vous nous demandez de signer un chèque en blanc et de cautionner notre discrimination envers les élus d'opposition. Sous le mandat précédent, sous le mandat de votre prédécesseur, les élus n'avaient pas le quart des avantages que vous octroyez sur le dos du contribuable. Oui, effectivement, moi, comme je dis lors de la présente délibération sur le principe de la prise en charge et le défraiement des élus pour les déplacements, je n'y vois aucun inconvénient. En revanche, effectivement, j'aimerais, sur cette délibération-là, je rejoins Mme B, Mme Deboeuf sur cette question-là, et Mme Remond, avoir des précisions effectivement sur si on parle vraiment un chiffre de l'ensemble du budget qui est affecté à ce déplacement. C'est quand même, effectivement, à mon avis, intéressant de pouvoir se prononcer. Alors, donc quelques éléments, en tout cas, sur ce projet d'événement auquel on est évidemment très attaché. Je crois que c'est important de commencer par ça en disant qu'effectivement, les 40 ans du jumelage n'ont pas pu se fêter comme c'était prévu du fait de la crise sanitaire qu'on a traversée. Vous le savez, c'est un partenariat auquel M. le maire et aussi tous les élus, nous sommes très attachés à ce partenariat. D'abord parce que le jumelage incarne des valeurs humanistes qui nous sont chères. Mais aussi parce que c'est l'occasion de tisser des liens culturels entre nos deux pays, que l'Allemagne reste quand même un partenaire privilégié en matière de jumelage. C'est le premier pays destinataire pour les 4000 communes comme celle de Lèche-Caféret qui ont fait ce choix-là. Donc voilà, c'est important pour nous que les élus soient présents et aillent découvrir ce pays, puisque je rappelle qu'on est quand même 2 tiers de nouveaux élus, et à ce titre, c'est important aussi de découvrir la culture et le pays du partenaire de la commune. Donc concernant les budgets, dans les informations que j'ai pu obtenir, parce que c'est aussi un projet qui est en cours d'élaboration, donc il y aura essentiellement les frais de transport qui seront pris en charge pour les élus qui partent en Allemagne, donc les frais d'avion et le bus affrété, donc ce serait le bus pour les administrés, on serait sur une enveloppe de 10 000 €, donc à peu près l'enveloppe que vous avez citée tout à l'heure. A priori, l'équipe serait logée, les élus seraient logés sur place donc par nos hôtes, mais sur ce point-là, ça reste à confirmer, donc je pense que tout ça est en train de s'organiser, de se mettre en place.
Quant aux administrés qui vont effectivement prendre le bus qui est affrété par la collectivité, une fois qu'ils sont sur place, charge à eux de se loger. J'imagine que vous avez des partenariats dans les familles et qu'effectivement tout ça est assez bien rodé puisque c'est déjà une opération qui se fait depuis 1980. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'organisation et le budget prévisionnel de cette manifestation. Excusez-moi. Vous nous faites voter une délibération sans que le budget prévisionnel soit définitif et acté, sans que vous n'en ayez même une idée précise. Mais je suis en train de vous donner les éléments de réponse, Madame B, donc pour l'instant on va s'en tenir là. Vous me donnez des éventuelles sommes, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de précis. Donc vous êtes en train de me demander un chèque en blanc en fait. C'est pas grave, on va voter contre, donc de toute façon vous ne vous fatiguez pas. On a des référentiels et de toute façon vous pourrez tout à fait les vérifier. Le moment venu, donc voilà, je pense qu'il n'y aura jamais ce moment venu, hein. Merci quand même. Bon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, nous passons au point suivant. Donc c'est Laetitia qui va nous parler de démocratie participative. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous savez que nous avons assisté toutes les instances de démocratie participative au début de la mandature, et notamment les comités consultatifs de village qui ont vocation à dynamiser la proximité au cœur des villages. On rappelle dans le cadre de cette délibération que c'est un espace de dialogue et de concertation locale et qu'elle traduit en fait la volonté de l'équipe municipale d'associer les administrés à la gestion des services publics locaux au travers d'une nouvelle gouvernance que nous avons souhaitée plus transparente et plus proche et plus accessible. Donc nous avions élaboré un règlement intérieur au lancement de cette instance de démocratie participative avec le recul et le retour d'expérience des 2 premières années de fonctionnement. Il nous a semblé pertinent de le modifier, de l'amender dans une démarche de simplification, notamment en ce qui concerne les modalités de renouvellement des membres à mi-mandat que nous avions prévu de renouveler par tirage au sort. Donc il s'avère que les membres tirés au sort en début de mandat s'investissent assez peu, et ça c'est une règle un peu générale à l'échelle de tous les comités de village. Donc on prévoit dans ce règlement d'assouplir ces modalités de renouvellement pour permettre aux comités de village qui fonctionnent bien, de ne pas être trop perturbés par ce changement et ce renouvellement, mais tout simplement d'être renouvelés via un appel à candidature que nous allons lancer dès le mois d'avril dans la revue municipale et qui permettra en fait de combler les postes vacants qui n'avaient pas été occupés par les administrations. Globalement, c'est le changement majeur que nous avons apporté sur ce règlement, mais on a cherché aussi à encadrer les modalités de communication, puisque c'est important de donner de la visibilité à l'ensemble des actions qui sont déployées et menées par les instances de démocratie participative. Donc on a aussi prévu une rubrique qui va en ce sens, et puis on a cherché aussi à alléger un petit peu le formalisme du fonctionnement. Donc voilà, c'est toutes ces modifications-là qui sont visées et prévues dans cette modification. Merci Laetitia. Y a-t-il des questions et des observations sur ces modifications? Oui. Monsieur le maire, en ce qui concerne le dernier paragraphe, article 8, je trouve qu'il y a un terme abusif. Ça fait un petit peu tribunal municipal. Il est question d'exclusion par le maire d'une personne appartenant à ces comités à l'appui d'une procédure contradictoire. Je trouve les termes un petit peu lourds, enfin même lourds carrément. Et il est mentionné en fin de paragraphe renouvellement. Je présume que si exclusion, il y a plutôt, ce n'est pas tout à fait renouvellement, c'est un remplacement plutôt que renouvellement. Bon, ça ce n'est que sur la forme, mais sur le fond, le terme, pour moi, procédure contradictoire est très assez récent. Je vous entends, malheureusement, il est des fois dans un conseil de cette nature, une seule personne est capable de détruire l'action de l'ensemble du conseil, et c'est la raison pour laquelle on s'est permis éventuellement de rajouter cette... Mais je partage un petit peu votre inquiétude, parce que j'aimerais bien ne pas avoir à appliquer ces modalités du règlement. Oui, madame. Donc j'ai lu ce règlement à l'intérieur des comités de village avec beaucoup de déception. Il faut toujours être candidat à la présentation d'une lettre de motivation. Alors vous l'avez enlevé de l'article 3, vous l'avez rajouté dans l'article 7. Donc une lettre de motivation analysée par votre majorité pour être tirée au sort. Il faut déclarer sa flamme pour être tiré au sort. Je passe sur l'article 7 où le manque de respect de la confidentialité dont vient de parler Mme Pau, des dossiers, des débats, l'assiduité, pas plus de 2 absences, générerait une exclusion de la part de notre maire.
perpétuer la culture du secret et de la punition est assez parlant. Les élus d'opposition que nous sommes ne sont pas toujours représentés ou invités dans ces instances, comme sur ces 3 dernières années. Bref, des modifications qui n'apportent rien, sauf une préparation aux futures élections municipales et un contrôle de plus en plus important des personnes qui veulent peut-être tout simplement réfléchir ou s'investir. Comme je vous l'avais dit en conseil municipal, en début de mandature, vous redéfinissez la démocratie participative versus l'échec ferré pour mieux contrôler les administrés qui n'auraient pas vos idées ou vos orientations sans qu'ils soient obligatoirement des opposants. Réfléchir avec ceux que vous n'avez pas choisis vous fait peur, monsieur le maire, c'est bien dommage et nous en voyons les limites. Ce fonctionnement récurrent met en danger notre démocratie locale et a des répercussions non négligeables sur notre démocratie nationale. Monsieur Pascal. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet. J'ai rencontré certains présidents de comités consultatifs de village, pas tous encore, j'aimerais les rencontrer tous, et je pense qu'effectivement, la plupart sont effectivement des gens très dévoués sur cette question. Moi, ils m'ont fait monter 2 reproches. Le premier reproche qu'ils m'ont fait monter, c'est d'abord et là vous y avez effectivement remédié en modifiant le règlement intérieur, c'est le fait qu'il y avait des gens qui étaient investis particulièrement dans ce comité, mais qui arrivaient entre guillemets à mi-mandat, et qui avaient donc quitté ce comité parce qu'ils ne devaient siéger que durant la moitié du mandat, et pas plus. En modifiant ce règlement intérieur, récemment, vous répondez à cette première préoccupation. En revanche, il m'a fait monter une seconde préoccupation. Certains présidents de ces comités consultatifs de village sont très attachés à la liberté de communication sur leurs actions. Et vous demandez dans ce règlement intérieur une uniformisation des modes de communication et de passer exclusivement par des moyens de communication de la mairie. Il a été évoqué en commission que c'était une volonté d'éviter qu'il y ait, je dirais, des informations discordantes qui puissent être données. En tout cas, certains présidents de comités de village considèrent, eux, qu'ils ont besoin d'une liberté de parole et de pouvoir communiquer librement via leur propre réseau sur l'action qu'ils font au sein de ces comités. Donc je vais l'indiquer. Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Madame Day. Ce serait le rêve pour vous, monsieur le maire, de pouvoir exclure des conseillers d'opposition, plutôt des conseillères. Alors, de manière subtile pour la population, mais évidente pour nous, les conseillères d'opposition, ces comités de village sont un 2e conseil municipal, mais celui-là sous votre contrôle. Et je suis d'accord avec Madame de Goff, car vous vous arrogez le droit d'exclure un membre, comme l'a dit Madame Beaumont, qui ne conviendrait pas à vos attentes, et le président en est forcément un élu de la majorité. Pour cela, il suffit de donner aux membres du comité de village un semblant d'importance, tout en ne leur donnant aucune légitimité et aucune liberté. Vous les gardez tenus en laisse. Un bel enfumage démocratique, mais qui fonctionne avec des titres ronflants de président, de rapporteur, et l'argent public qui coule à flot. C'est vraiment une belle arnaque démocratique. Ainsi, l'étude des mobilités, le projet Horizon, le projet Super U, le PLU passent d'abord par les comités de village avant même que les élus d'opposition n'en soient au courant, alors que leurs membres ne sont aucunement élus au suffrage universel. Et quant à leur mode de désignation, cela se fait à la tête du client, via des tirages au sort sans contrôle d'huissier, sans présence des élus d'opposition, mais aussi des désignations par le maire ou sur la base du volontariat ou des adoubements. 100 000 € de budget minimum leur sont alloués contre 150 000 € pour les écoles. On voit votre priorité. Une cabane en bois démontable d'un minimum de 20 000 € prévue à la mairie du Canon pour assurer des ateliers d'aide au voisinage, comme s'il n'y avait pas assez de sacs sur la commune. Qu'importe la dépense pour satisfaire les potentiels électeurs. Voilà un bon moyen de s'assurer des voix en vue des élections de cette entraide au voisinage. Le clientélisme n'a pas de prix. Une démocratie dite participative à laquelle les élus d'opposition ne sont jamais conviés, pas plus qu'aux réunions ou aux assemblées plénières. Cette pseudo-démocratie participative, soyons clairs, ne sert qu'à fédérer autour de vous dans le cadre des prochaines échéances électorales. Un clientélisme effréné avec les deniers publics pour assurer votre réélection. Tout ça enrubanné d'un joli papier cadeau où il y a inscrit démocratie participative. Je le dis très clairement, il semble qu'autour des élus d'opposition, si vous pensiez avoir des dupes, il n'y en a aucun. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Je peux répondre sur le volet réglementaire, Madame B, parce qu'effectivement, la présidence des comités de village par un élu, elle est prévue par le Code général des collectivités territoriales, donc on n'a rien inventé. Vous me laissez penser que c'est un gadget politique, alors que moi je reste persuadée que c'est l'occasion de construire et de tisser une relation beaucoup plus mature avec nos administrés. C'est, je pense, faire outrage
à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans cette démarche. C'est vrai qu'elle est complexe, elle est difficile. Je pense que c'est courageux de la part de Monsieur le maire et de notre équipe d'avoir pris ce chemin-là. C'est un chemin exigeant, mais en tout cas, on y croit et on essaie d'animer tout ça avec enthousiasme, avec tous ceux qui s'impliquent à nos côtés, aux élus référents, et je les remercie. Il y a de belles réalisations, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et d'ailleurs, on va annoncer des nouveautés qui vont nous permettre de dynamiser autrement et de façon plus active encore les instances dans les 3 dernières années de mandat. Donc évidemment, je ne m'associe pas au fiel habituel que vous déversez dans cette instance, tout simplement parce que j'y crois. C'est normal, Madame Guignard de Bréchard. Le fiel, Est-ce que vous pouvez demander la parole avant de terminer? Je vous écoute, Madame. Merci, Monsieur le maire de Panorama. Juste, Madame Guignard, vos récurrentes propositions de fiel, de carabosse, je pense que vous devriez les garder pour les contes imaginaires que vous racontez le soir. Ici, je vous dis très clairement, votre fonctionnement du comité de village ne fait pas injure aux membres du comité de village, il vous fait injure à vous, parce que vous les tenez en laisse, parce que vous ne leur donnez aucune liberté de parole et que vous ne leur donnez aucune liberté tout court. Vous faites un enfumage démocratique. D'ailleurs, si vous avez l'intention d'instaurer des nouveautés pour un nouveau fonctionnement, un nouvel élan, un nouveau souffle pour les 3 années à venir de mandature qui vous reste, je vous propose d'inviter les élus d'opposition aux réunions, aux assemblées plénières. Et là, je pourrais croire, Madame, au-delà de votre fiel et au-delà de vos comptes à dormir debout, que, effectivement, vous avez une notion de démocratie. Parce que, voyez-vous, ici, on connaît quelques-uns pour qui la démocratie ne se monnaie pas, pour qui le clientélisme n'est pas une démocratie. Donc, très clairement, si vous avez des leçons à donner, Madame, allez voir ailleurs. Pour ma part, je n'ai pas besoin de vos leçons. Alors, sur ces paroles aimables, pas de prise de parole, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, on change tout à fait de registre. C'est Gabriel Mardy qui va nous parler d'une acquisition de parcelles. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous partons pour parler de l'acquisition d'une parcelle et de désigner un notaire pour y arriver. Vu le Code général des collectivités locales, vu la vie des domaines, vu le protocole d'accord entre les SCI Bois-Carnin, représenté par M. Goubet, et la division Bois, représentée par M. Bois, et la commune de Lèche-Cap-Ferret. La SCI et l'indivision ont décidé de vendre à la commune une parcelle bâtie numérotée 225 pour une superficie de 1334 m² avenue du Madoc. Une parcelle bâtie numéro 38 pour une superficie de 3848 et une parcelle numérotée 39 pour une superficie de 3753. Donc on propose d'acheter ces 3 parcelles. Les domaines ont émis leur avis et ont estimé la valeur vénale respectivement à 433 000, 654 000 et 638 000 pour les 3 parcelles. La commune s'engage à acheter à l'indivision la parcelle cadastrée 38, à acheter à l'SCI la parcelle cadastrée 39 pour un montant de 702 000 et la parcelle cadastrée numérotée 225 d'une superficie de 1334 pour un montant de 476 000 €. La parcelle 225 est concernée au regard du PLU par des emplacements réservés pour une piste cyclable. Les parcelles 38 et 39 sont concernées par un emplacement réservé pour aménagement de loyers modérés et d'espaces verts. L'acquisition de ces parcelles s'inscrit dans le cadre de la politique d'habitat et de logement en vue de la création de logements à caractère social et abordable sur notre commune. Dans un protocole d'accord, la SCI et l'indivision ont donné leur accord pour un montant total de 1 897 000 €. Le dossier a été présenté aux membres de la commission aménagement le 22 février et aux membres de la commission finances le lendemain, le 23 février 2023. Ceci exposé, je vous propose, mesdames et messieurs, d'autoriser monsieur le maire à signer le protocole d'accord entre la SCI et l'indivision, d'autoriser l'acquisition des biens désignés pour un montant de 1 897 000 €, auquel il conviendra d'ajouter les frais notaires et les frais annexes, de désigner maître Carman notaire ARS, et enfin d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que tout document y afférent. En résumé, monsieur le maire, il s'agit d'acheter 3 parcelles, dont 2 serviront à rejoindre une parcelle voisine et ainsi de constituer une entité de 10 427 m² sur lequel nous formons le projet
de bâtir des logements sociaux et de distribuer des terrains à bâtir, pour un montant de 200, en résumé de 200 € le mètre carré, et ce qui est bien en dessous du prix actuel du marché. Merci Gabriel. Y a-t-il des questions, des observations sur ces acquisitions? Madame de Bob. Alors, bien évidemment, je suis favorable à la construction de logements sociaux pour nos jeunes employés et familles qui travaillent sur notre commune. C'était une urgence dans mon programme et c'était, Monsieur de Gonneville, la priorité de votre mandat. Nous n'avons pas la même définition de la priorité, apparemment. Nous attendons toujours des actes, pas uniquement des achats de terrain mis en jachère, mais des fondations, des murs, des panneaux de permis de construire avec inscrit ici des logements sociaux sortent de terre pour le bien de tous. L'équité des administrés n'est toujours pas au rendez-vous. Je vais reprendre les réflexions déjà exprimées en commission urbanisme mercredi soir. En premier lieu, je note une augmentation de 23% sur le prix d'achat par rapport aux négociations avec la société Boyle Garnoung de ces mêmes terrains en février et avril 2021. Transaction non réalisée parce que l'échange avec la parcelle K11 de la Mégassière n'a pu se réaliser. L'achat de la parcelle AD 225 de 1334 m² pour une somme de 476 000 € située derrière l'ancien emplacement du monument aux morts au Bourg est justifiée dans le protocole de vente présenté en annexe par l'inscription d'une piste cyclable sur cette parcelle prévue sur le PLU de 2019 le long de l'avenue du Médoc. Cette piste ne peut avoir aucune continuité possible en amont comme en aval, je l'avais précisé, dans cette rue. Donc je m'interroge toujours, puisque aucune réponse ne m'a été apportée en commission sur l'argent public dépensé sur cet achat, alors qu'est inscrit dans la délibération, l'acquisition de ces parcelles s'inscrit dans le cadre de la politique d'habitat et de logement en vue de la création de logements sociaux à caractère social et abordable sur la commune de l'Escaffery. Je voterai pour, mais l'exigence qu'il y ait plus de transparence dans les dossiers d'urbanisme, parce qu'il y a vraiment des incohérences. Oui, excellent. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole? Oui, Madame B. Gabriel, je n'ai rien à dire sur votre... Pardon, Monsieur Marley. Mais il y a des gens avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres. Il y en a avec qui on peut discuter avec d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, Monsieur Marley, je peux comprendre que vous ayez à cœur les logements sociaux. Je pense qu'ici, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui ne les a pas à cœur. Donc, il n'y a pas de monopole du cœur concernant les logements sociaux. Simplement, je vais, avec Madame Remond, nous allons nous abstenir sur ce vote, parce que cette délibération nous semble suffisamment étrange concernant le terrain K11 et l'échange de la Bécassière, pour que j'ai transmis hier cette délibération et la délibération précédente à mettre là le tout que Monsieur le maire commence à bien connaître. Donc voilà, nous attendrons l'avis de notre avocat avant de décider sur cette délibération. Ce qui n'empêche pas que, bien évidemment, si vous arrivez à sortir un logement social de terre avant 2026, nous applaudissons. Monsieur Pastor. Oui, je voudrais revenir sur cette question du logement qui est effectivement une préoccupation majeure. Nous avons aujourd'hui trop de jeunes familles qui sont obligés de quitter notre commune pour aller s'installer, parfois de plus en plus loin. On ne parle même plus des communes limitrophes, mais des communes encore plus éloignées, et se loger. Vous êtes un mandat, monsieur le maire. Vous nous avez annoncé que le logement accessible ou social serait votre priorité. Nous sommes, je crois, je vous remercie, nous sommes à 7% de logements sociaux, alors que nous devrions être à 25%, voire 20% en fonction des exceptions qui peuvent être sollicitées par certaines communes. Vous êtes un mandat. J'aimerais savoir, monsieur le maire, si vous pouvez nous donner d'ores et déjà un chiffre du nombre de logements que vous espérez pouvoir sortir de terre d'ici la fin de votre mandat. Nous allons aujourd'hui, je voterai pour bien entendu l'acquisition de ces parcelles, parce que le fait de voter contre serait d'une certaine façon, j'aimerais continuer à renforcer ce problème. Mais j'aimerais connaître effectivement si nous avons d'ores et déjà un chiffre à donner à nos familles, à nos jeunes couples, à nos jeunes gens qui attendent ces logements depuis trop longtemps pour pouvoir enfin se loger. Sur le prix d'acquisition en parlant des parcelles, j'ai cru comprendre qu'elles avaient été valorisées dans la limite maximum des 10% de la valorisation du service des domaines qui avait été fait et transmis par la DGFIP, sauf erreur de ma part. Sur le montant en lui-même de transaction, je n'ai rien à dire, et il est normal que ces familles qui aient hérité de ces parcelles de terrain, qui les aient acquises, les vendent de la meilleure façon possible qu'il soit. Mais en revanche, j'aimerais effectivement avoir des chiffres sur le nombre de logements qui sera sorti d'ici à 2026, afin de répondre aux préoccupations de nos jeunes couples
de nos jeunes gens et de nos jeunes familles. Je rencontre trop souvent, car je viens souvent rencontrer des commerçants, des jeunes gens qui ne peuvent pas se loger sur notre commune et qui doivent faire des trajets importants en voiture pour pouvoir continuer à conserver leur emploi au sein des commerces ou des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Madame B, merci, monsieur le maire, de compter pour moi. Juste une précision à monsieur Pastor, ce n'est pas 7% de logements sociaux sur la commune, mais moins de 4%. Donc voilà, je voulais vous le préciser. Mais je pense, monsieur le maire, qu'au vu des interventions de monsieur Pastor, au vu de sa présence sur le terrain, vous devriez lui laisser sa place tout de suite. Laissez votre place tout de suite à monsieur Pastor. Ces considérations, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je voulais juste répéter à Mme de Beauve la réponse que je lui ai faite le 22 février. Quand il s'agit de décrire une parcelle que l'on souhaite acheter, il est dans la règle d'indiquer ce qui s'impose sur cette parcelle. Sur cette parcelle 225, il y a marqué qu'il y a un emplacement réservé d'une piste cyclable le long de l'avenue du Médoc à proximité de la mairie belge. Ça veut dire qu'on n'achète pas pour construire une piste cyclable. Ça veut dire qu'on achète cette parcelle avec le PLU actuel qui dit qu'il y a un emplacement réservé. Rien ne dit qu'on va construire une piste cyclable à cet endroit. Surtout, madame, et je vous fais confiance, vous connaissez mieux l'Elge que moi, surtout si elle débouche sur rien d'un côté et de l'autre. Je vous dis simplement, c'est la description, et je vous ai dit la même chose. Alors, à cette même question en commission, vous m'avez répondu, je n'en sais rien. Ah non, non, pas ça. Ah non, 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 si. non, non, non. On sera là pour compter les fois. Donc je vais vous dire que simplement que cette parcelle a été achetée et dans des descriptions, il y a un emplacement réservé. On a acheté 2 autres parcelles et il y a des emplacements réservés pour construire des logements sociaux. Soyez rassurés, on vous demandera, on vous préviendra si on fait une piste cyclable sur cette petite parcelle. Alors, elle est bien réservée à des logements sociaux. Elle sera réservée à des logements. Des logements sociaux ou voilà. Il semblait bien qu'il y avait une dissonance. Il n'y a pas une dissonance du tout. Bravo, Elle est réservée soit à des logements sociaux, soit à des logements d'accession à la propriété, soit à des logements abordables. Il faut être précis dans la terminologie. Il y a les logements sociaux, les logements abordables et les logements d'accession à la propriété. Tu veux compléter ou... Non, je voudrais juste rajouter que la négociation de ces parcelles a été une difficulté au-delà de ce que nous espérions. Je voudrais remercier l'efficacité de notre directrice générale au développement territorial avec l'appui des services juridiques. Ça a été au-delà de tout entendement, les négociations, jusqu'à l'abandon de l'échange de la parcelle dont il a été question tout à l'heure. Je suis très heureux que nous ayons pu obtenir à 200 € du mètre carré 10 000 mètres carrés pour faire des logements sociaux et des parcelles à accession facilitée. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Alors pour répondre... Je veux savoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question sur le nombre de logements que vous espérez sortir du terrain. Je vais vous répondre, bien évidemment. Et je reviendrai sur l'échange du terrain. Sachez qu'il y a un président d'association locale qui a voulu faire capoter cet échange, et cet échange a capoté. Et nous avons perdu quasiment 1 an dans la négociation. C'est une réalité, malheureusement, c'est une réalité. Nous accédons enfin à la possibilité d'acquérir ces 3 parcelles. 2 d'entre elles vont constituer, comme l'a très justement dit Gabriel Marly, une entité permettant de louer, non pas de vendre, mais de louer, de préférence à des jeunes du pays, à des jeunes familles, en une vingtaine de logements. On loue un terrain à un prix très avantageux. Alors, je donne un exemple. On va louer un terrain à 150 € par mois. Et les intéressés pourront construire la maison de leur rêve. Et on ne va pas leur imposer quoi que ce soit. Il y aura un cahier des charges et ils pourront construire la superficie qu'ils souhaiteront, bien évidemment en respectant le PLU. Ça leur permettra d'aller voir le banquier en disant: Monsieur le banquier, nous avons 2 salaires médians. Prêtez-nous 200 000 € pour construire une maison de 80 mètres carrés. Et le banquier dira oui. Aujourd'hui, l'accession à la propriété à Neige-Bourg, et c'est l'endroit le plus cher de la Bastille, c'est minimum 570 ou 600 000 €. Voilà. Donc ce terrain-là, dès que ce sera possible, eh bien, nous allons proposer la construction d'une vingtaine de logements. Plus rapidement encore, il y a environ 17 logements qui verront le jour avenue de la mairie,
Le PC devrait être déposé en juin 2023. Nous avons également, alors ça sera du locatif, ça devrait être du locatif social porté par Aquitanis. Nous avons également un projet au niveau de la plantation. Ça devrait être de l'accession ou du locatif abordable. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui, parce qu'ils ont 2 salaires médians, ne rentrent pas dans les critères du logement social. Et on veut faire également du locatif abordable. Nous avons prévu dans ce secteur-là une dizaine de logements. Donc, 17 plus 10 plus 20, 27, ça fait une cinquantaine de logements à court terme. De surcroît. Vous savez que dans le PLU, il est prévu qu'à partir du moment où un aménagement prévoit plus de 5 logements, il y a 20% de logements sociaux. Il y a un certain nombre de projets de petite envergure, certes, parce que vous savez que le PLU a été contraint par les services de l'État en 2019 et que l'ouverture de l'urbanisation a été réduite. Au demeurant, il y a sur des parcelles réduites un certain nombre d'aménageurs qui souhaitent faire, pour certains, 10, 12, 14 logements. Bien évidemment, il y a des terrains qui sont réservés pour faire du social. Et là, ces terrains seront acquis par Aquitanis ou d'autres, de façon à proposer des logements sociaux pour les personnes qui en ont besoin, et elles sont nombreuses. Sachez que je reçois toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, des personnes désespérées parce qu'elles n'ont pas de logement. Alors oui, c'est un peu long, mais je suis d'accord avec vous. Mais sachez qu'avant toute chose, d'abord je vous rappelle qu'il y a eu le Covid, c'est quand même pas une période très simple, avant toute chose, nous avons fait une étude pour voir un petit peu comment vous pouvez organiser les choses. Sachez également que la location des terrains pour la construction individuelle n'est pas chose facile. Et quand vous interrogez des prestataires, que ce soit Aquitanis, Gironde Habitat ou d'autres, ils sont assez réticents à ce montage-là, parce que ça sort de leurs habitudes. Donc sachez que nous travaillons dans ce sens-là, que nous avons fait une étude de stratégie immobilière, qui a pris déjà un certain temps, nous avons recensé l'ensemble des terrains, et que là, nous appuyons sur le bouton, et que je peux vous dire que d'ici 12 à 18 mois, enfin non, un peu plus, 18 à 24 mois, il y aura entre 50 et 70 logements de type sociaux, de type accession à la propriété, de type tarif abordable, qui verront le jour. Mais c'est une dynamique que nous avons enclenchée. C'est une dynamique que nous avons enclenchée. Je crois qu'il est indispensable de créer des logements pour fixer jeunes et moins jeunes sur notre territoire. Nous passons au vote de cette délibération extrêmement importante qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est le programme de relocalisation et de requalification du site de l'Horizon. Mes chers collègues, il s'agit d'un projet en partenariat avec le GIP Littoral. Et ce programme de réaménagement du site de l'Horizon s'inscrit sur 2 parties. Une partie que j'appellerai lunaire, dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte, et une partie que je qualifierai de plus citadine, qui s'inscrit dans le schéma d'aménagement plantage. C'est-à-dire la partie qui va du rond-point jusqu'à l'accès Partage, et l'autre partie qui est la partie du nord. Alors ce site fait appel à des enjeux assez complexes et des enjeux croisés. D'abord, des enjeux géomorphologiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des érosions, c'est la raison pour laquelle nous relocalisons, avec des reculs, je dis bien moyens, de 3-4 mètres par an, et avec des reculs majeurs lors d'hivers extrêmement tempétueux. Et nous avons l'expérience de 2014 où nous avons perdu plus de 15 mètres de thé. Des enjeux topographiques, je vous rappelle la situation, vous la connaissez tous, c'est un corridor, un couloir entre 2 dunes, sur lequel vous avez un accès piéton, sur lequel vous avez un accès véhicule de secours, véhicule des services techniques, et puis vous avez bien évidemment la voie du titre. Et puis bien évidemment, il y a des enjeux réglementaires et fonciers qui sont extrêmement importants, parce que nous sommes dans le cadre de la loi littorale, et ça complique considérablement les choses, et cela nous oblige à une exemplarité à la fois environnementale et paysagère.
Et dans ce contexte assez contraint, nous voulons continuer d'assurer la sécurité de nos baigneurs dans de bonnes conditions, tout en redonnant le plus possible de naturalité à ce site. Et c'est la raison pour laquelle ce projet se traduira par une stratégie de recul des équipements, que ce soit le poste PNS, la dépose d'hélicoptères ou la gare petit train, et ce, à visée long terme. C'est-à-dire qu'il faut envisager un recul qu'on peut qualifier de saut de puce ou progressif. C'est-à-dire qu'on imagine un recul pour l'hiver prochain, enfin l'hiver 2023-2024, et puis il faudra imaginer, avec les prévisions du GIEC, que dans 10-15 ans, nous reculons à nouveau, et ce, à nouveau dans 25 ans, dans 30 ans, etc. Nous voulons également renaturer et reprofiler. Renaturer et reprofiler, puisque nous souhaitons redonner à l'environnement dunaire ses morphologies initiales. Et bien évidemment, avec le GIP littoral, la priorité, je l'ai indiqué lors des différentes réunions, c'est la sécurité de nos baigneurs. Donc il faut absolument un poste à un endroit pertinent, de façon à avoir la visibilité ou bien une vigie pour la surveillance. Je rappelle également que nous sommes sur un site conservatoire du littoral, et donc nous devons travailler avec l'ensemble des partenaires, l'ONF, le conservatoire du littoral, les services de l'État, le GIP littoral, bref, tous nos partenaires institutionnels, tout en préservant, et j'y suis très attaché, notre petit train, qui, à nos yeux, a un caractère patrimonial, historique, et c'est un petit peu une partie de l'ADN de l'affaire. Donc dans sa partie urbaine, ce projet d'aménagement est guidé par notre volonté de renaturer un petit peu cette partie-là. Là aussi, et je vous rassure, de dégoudronner, de remettre un petit peu de perméabilité dans tout ça, avec comme caractéristique la suppression d'un centre de stationnement à l'année, avec une expérimentation, je dis bien une expérimentation d'un accès piéton depuis le rond-point jusqu'à l'accès dunaire, c'est-à-dire qu'au mois de juillet-août, on va expérimenter le fait que ce devienne piétonnier. Désimperméabilisation des sols, j'y reviens, revégétalisation des trottoirs, création d'une voie verte élargie. Bref, je voudrais que ce dossier soit exemplaire parce que nous voulons le désurbaniser et le renaturer. Voilà, ce budget prévisionnel s'élève aujourd'hui à 3,5 millions d'euros. Il devrait être subventionné par nos partenaires, c'est-à-dire l'Europe, la région, l'État, pour 64%, et il resterait, et l'Agence de l'eau de Garonne, le conseil départemental, je l'ai oublié, il resterait à la collectivité un montant de 1 300 000 euros. Là aussi, il y aura un plan pluriannuel d'investissement concernant ce dossier, et une ADPC, je crois que... Donc je vous propose de m'autoriser à solliciter des subventions de la part du conseil départemental, du conseil régional de l'État, de l'agence de l'eau de Garonne, ainsi que tout autre partenaire qui pourrait nous apporter une aide financière. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur notre programme de relocalisation de l'horizon. Il y a eu également dans ce dossier beaucoup de concertations. Il y a eu 2 réunions de concertation à la mairie du Cap-Ferré. Certains ont été rassurés, d'autres peut-être moins. Mais c'est un dossier qui a intéressé quand même les péricapiens et notamment les riverains de ce secteur. Avez-vous des questions, des observations? Madame Bonneau. Effectivement, nous sommes très intéressés par ce projet qui, quand même, qui a un coût quand même très important. Je voulais savoir s'il y avait eu une étude d'impact environnemental et s'il a été chiffré, si elle a été chiffrée, cette étude. Et s'il y avait également, en ce qui concerne, oui, je l'avais déjà dit à M. Marie, lorsque les communes réalisent des aménagements, des ouvrages et des travaux qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ces opérations nécessitent une enquête d'utilité publique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce projet rentre dans ce cas, et si tel est le cas, s'il y a eu enquête publique? Alors, il n'y a pas eu d'enquête publique, il y a eu une étude d'impact environnemental. D'accord. Donc ça ne rentre pas dans le... Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Oui. Madame. Merci, monsieur le maire. D'abord, je suis contente de savoir qu'il y a eu une concertation à l'union de l'HCAFR et que nous n'avons pas été invités. C'est intéressant. Je ne sais pas qui a des hors, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Et que nous sommes élus d'opposition, mais élus quand même.
Je voudrais vraiment remercier les présidents d'associations qui font capoter des projets quand ils trouvent des failles juridiques. Attendez, je vous arrête de suite, ça ne concerne pas madame, ça ne concerne pas cette délibération. Non, je ne m'énerve pas du tout. Je vous rappelle le règlement. Je peux vous interrompre si votre propos ne concerne pas la délibération. Non, je peux vous interrompre si ça ne concerne pas la délibération. Et là, ça ne concerne pas la délibération. Il n'y a eu aucune plainte d'aucune association que ce soit. Si, monsieur, ça concerne la délibération parce que je voudrais remercier ce président d'association que vous avez critiqué tout à l'heure, parce que grâce à lui, sur son site, nous avons pu avoir des plans que vous nous avez pas communiqués, y compris dans les Vous voyez qu'il y a eu de la concertation. Voilà, non, il n'y a pas eu de concertation, monsieur. Vous n'étiez pas présent à la concertation. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas présente à la concertation qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est pas parce que vous n'êtes pas en commission qu'il n'y a pas de commission. Alors, monsieur le maire, je vais essayer d'être très clair dans ce que je dis. Nous sommes des élus de la République. Nous sommes malgré tout des élus au suffrage universel. Nous devons, avant le comité de filage, avoir les plans, avant les associations, avoir les plans pour pouvoir juger de la pertinence de ce projet qui coûte la bagatelle de 3,5 millions à ce jour. D'ici qu'il voit le jour, il pourra coûter 5 millions. Donc, je reviens sur ce que j'ai à dire. Nous n'avons aucun avis du GIP littoral, nous n'avons aucune étude d'impact jointe à cette délibération, nous n'avons aucun plan joint à cette délibération. Vous nous parlez d'un schéma plage, plan plage et du projet balade des plages dans cette délibération qui irait de Bélisère au Canon, mais ces deux projets ne nous ont jamais été communiqués, ni même chiffrés. Est-ce que vous voulez lire un peu plus, monsieur Marie, ou ça va? Je peux continuer? Merci. Vous supprimez des stationnements qui se reporteront obligatoirement sur les riverains en créant de fortes nuisances. Vous nous parlez de véritables laboratoires expérimentaux d'aménagement durable et reproductible. Je ne voudrais pas que Mme Guillaume fasse encore un souffle, mais néanmoins, pour l'élu d'Arcachon que j'ai aidé, et je ne m'en cache surtout pas, votre laboratoire a été largement invoqué et expérimenté avec les mêmes mots par Yves Foulon depuis des années, ce qui a conduit à un surendettement de la commune, des partenariats publics-privés qui ont enlevé toute manœuvre financière à la commune, et in fine, fait d'Arcachon le plus grand débat de France. Madame, je sais que vous habitez Arcachon, vous habitez la Thèse, mais là on est à l'Échec-Ferré. Parlez-nous de l'Échec-Ferré, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous parle de votre appartement à Bordeaux, monsieur? Je n'ai pas d'appartement à Bordeaux. Je n'ai pas d'appartement à Bordeaux. Vous nous demandez, ou alors peut-être l'appartement de monsieur Saint-Marcellien-Mérignac. Non? Bon. Revenons à l'essentiel. Alors ne cherchez pas le bâton pour nous faire peur. Revenons à l'essentiel, je vous prie. Ce projet une désurbanisation, personnellement j'appelle ça du greenwashing, où sous couvert de protection environnementale, vous urbanisez largement. Vous conditionnez la part financière municipale à l'obtention de subventions pour ce que vous appelez, entre guillemets, une vitrine pour la commune. Quelle institution peut vous prendre au sérieux lorsque vous envisagez un projet qui dépassera les 4 millions pour offrir une vitrine, alors que le 10 février, sur France Bleu, vous déclariez que la commune n'a aucun moyen financier pour envisager une stratégie de relocalisation. Vous avez affirmé, je vous cite, ouvrez les guillemets, le combat contre l'érosion, vous citiez le GIEC tout à l'heure, le combat contre l'érosion est perdu d'avance si les prévisions du GIEC se confirment, mais par le passé, les Égyptiens ont essayé de dompter les crues du Nil et les Hollandais ont parti au-dessous du niveau des océans. À ce titre, continuez-vous, je ne vois pas pourquoi nous allons baisser les bras à l'Échec-Ferré et laisser faire la nature. Ce qui prouve bien que vous n'avez pas du tout l'intention de laisser faire la nature, tout au contraire. Nous allons trouver, dites-vous, des solutions pour protéger notre territoire et ceux qui y habitent. C'est ce que vous avez apparemment trouvé comme solution pour combattre l'érosion et le tourisme de masse. Avec ça, le GIEC, les Égyptiens et l'Antiquité et les Hollandais n'ont qu'à bien se tenir. Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas présenté ce projet à l'opposition, mais simplement à des assemblées dont vous étiez assuré de la bienveillante complaisance. Et c'est vrai que sans moi, monsieur le maire, vous ne pourriez pas rigoler autant, y compris quand les sujets sont sérieux, et vous trouveriez que les conseillers municipaux sont bien fades. Et je vous en remercie de me faire autant l'honneur de prendre plaisir à ce que je dis. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Je serai beaucoup plus bref pour votre tenue de l'heure partie, mais je voudrais juste dire deux observations. Et pour notamment les personnes qui sont encore là, qui ont l'amabilité de nous écouter. Je ne siégeais pas à cette commission environnement, puisqu'il faut savoir que quand on est élu, on doit se répartir les commissions. Et je reconnais qu'effectivement, Madame de Bob y était, mais quand vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas forcément poser des questions, parce que vous n'y êtes pas. Et je tiens à préciser qu'effectivement, cette délibération, c'est une étape de sèche au niveau de la documentation qui va être jointe, quand on ne peut pas siéger à cette commission parce qu'on doit se répartir les commissions, et qu'on ne peut donc pas poser des questions dans une commission où on ne siège pas. Et dernière observation, je pense qu'effectivement, il s'agit d'un projet majeur
de requalification pour notre commune. Un budget de 1,3 million, ce n'est pas anodin sur le budget de notre commune. Je rejoins Madame B quand elle dit qu'effectivement, avec les risques d'inflation, ça peut augmenter dans les années à venir. Je vais forcément me prononcer sur une délibération aussi importante, avec très peu d'éléments. Je suis moi aussi, j'ai aussi partie de gens qui le regrettent, même si les premiers retours terrain que j'ai eus sont relativement favorables sur ce projet. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, simplement, moi je souhaiterais obtenir l'étude environnementale. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Nous rentrons maintenant avec la validation des services de l'État, dont je ne doute pas, dans le cadre action de ce projet. D'autres études seront menées et, si vous le souhaitez, on communiquera le projet, les plans, etc. Mais je crois que ça a été présenté en commission. Non. Je vous le confirme. Le projet a été présenté en commission et il n'y a pas eu de question. Ce qui m'a rassuré, ça veut dire que la communication a été bonne. Merci, nous passons au vote. Non, alors juste pour préciser, pour moi, il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental. Donc maintenant que j'apprends qu'il y en a une, j'aimerais bien avoir eu les documents effectivement sur un dossier sur lequel c'est important qu'on ait quand même des documents. D'accord. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Catherine Guillaume qui nous parle du programme annuel d'entretien et je crois qu'elle va conclure cette réunion. Catherine, c'est à toi. Mesdames et messieurs, la commune de Lèche-Cap-Ferré participe chaque année, aux côtés du département de la Gironde, à l'entretien du dispositif plan-plage des pistes cyclables en forêt domaniale de Lèche et Garonne. Dans le cadre d'une démarche partenariale incontournable entre la municipalité, l'ONF et le département, 2 programmes annuels ont été arrêtés pour aménager certains espaces touristiques en forêt domaniale. Le programme 2023, l'entretien du plan-plage et le programme 2023, l'entretien des pistes cyclables. Ces derniers permettent de concilier accueil du public et protection de l'environnement et répondre à une exigence de qualité en termes de services, de sécurité et de prise en compte des enjeux environnementaux et de la signature paysagère du programme. Ils répondent plus précisément aux objectifs suivants: assurer la sécurité des sites et la protection des personnes, garantir la préservation des espaces naturels et des caractéristiques paysagères du site, assurer la gestion environnementale des sites, en particulier l'hygiène et la propreté, développer et encourager des modes de déplacement doux, et enfin, informer et améliorer la qualité d'accueil du public. Les financements sont les suivants. Pour les plans plage, la commune participe à hauteur de 50% sur ce qui est fonctionnement et 60% pour les investissements. Et concernant le réseau des pistes cyclables, la commune intervient à hauteur donc, de 70% pour le fonctionnement jusqu'à 75% pour tout ce qui est investissement. Alors tenons compte donc de ces clés de répartition. Donc, les dépenses sont les suivantes. Concernant l'entretien des plans plage domaniaux, le coût total pour 2023 est de 294 209 €. La commune participe à hauteur de 56 157 € en espèces et en régie communale pour les travaux d'entretien, d'étagage et désablage, de propreté. En régie communale, donc la commune participe à hauteur de 96 780 €. Concernant les pistes cyclables, le coût total pour 2023 est de 71 000 €. La commune participe de 49 704 € en espèces. Au total, sur ces deux programmes, le coût total de 367 215 €. La commune participe à hauteur de 105 000 861 € en espèces et en régie pour 96 780 €. Donc, en conséquence, je propose, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce programme annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à mandater au chapitre 65 des dépenses afférentes au programme forêt domaniale de Lèche et Garonne, équipement touristique et pistes cyclables. C'est l'heure de la sortie. Hein. Alors, ce dossier a été présenté à la commission environnement, développement durable, terre maritime, métier de la mer et plage. Merci Catherine. Y a-t-il des questions, des observations sur ce dossier? Nous allons donc conclure ce conseil municipal. Je vous remercie de votre participation. Pardon, vous avez raison, asseyez-vous. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, nous avons l'unanimité pour conclure. Je salue et je remercie l'équipe qui est restée jusqu'au bout. Merci de votre